Qu'est-ce qu'un vrai méchant? Pour beaucoup de personnes dont moi, quand on nous demande de citer les méchants les plus cruels, instinctivement et en pole position, on cite le tyran Freezer. Pour un gamin qui a grandi avec Dragon Ball à la télé, Freezer est certainement la meilleure incarnation du vice, de l'immoralité, de la cruauté et de l'égoïsme qu'il ait vu. Et son combat contre Son Goku est très certainement la plus grande confrontation qui lui a été donnée de contempler entre moralité et immoralité, entre vertu et perversion, entre bonté et cruauté, entre bien et mal. Cependant, souvent mis en perspective avec d'autres antagonistes plus ambivalents, à la moralité plus grise et à l'humanisme de plus en plus révélé qu'on découvre au fil du temps, le tyran peut paraître désuet, caricatural ou tout simplement mal écrit. Mais est-ce vraiment le cas? Comment ça se fait qu'au fond de nous, quand on prononce le mot méchant, le sourire railleur d'un allié d'1m20 dans un fauteuil roulant galactique nous glace-t-il encore le sang 5, 10, 15, voire même 20 ans après? Quel est le tour de force d'Akira Toriyama? Comment écrire un méchant vraiment méchant? Comment le rendre aussi impactant? En définitif, comment Freezer nous a tous traumatisés à vie? Yo la troupe, c'est Motive et on est parti. L'astuce de conception de personnage du maître Toriyama. Là, le grand maître Akira Toriyama a quelque chose à nous apprendre en termes de conception de personnage, et plus particulièrement de grands méchants. La question de personnifier le mal depuis le début de la fiction a été posée. Le shonen Neketsu de l'âge d'or n'y a pas échappé non plus. De puissants empereurs, rois démons, dieux maléfiques ou autres seigneurs vampires ont peuplé les pages du magazine le plus populaire des années 90. Ce fut tous de très bons méchants, ne nous y trompons pas. Buronson, Araki ou Kazushi Hajiwara étaient résolument des génies et ils arrivaient parfaitement à créer des figures puissantes qui inspiraient la crainte en même temps que l'admiration pour ces figures maléfiques. Toriyama, lui, a toujours eu une approche différente. À l'image de son œuvre, décalée était son approche. Le charisme ne passait pas au premier plan. Toriyama écrivait ses antagonistes comme des gosses capricieux qui voulaient tout et rien avec les Dragon Ball. Ils étaient ridicules et Tao Pai Pai était beaucoup trop débilement vilain qu'on se demandait quelle autre démonstration farfelue de sa méchanceté il va nous sortir. Très loin de l'incarnation de la terreur que représentait un Rao par exemple. Mais tout ça prit fin avec le roi démon Piccolo. Il était résolument sérieux, terrifiant, arrivé avec de vrais enjeux et posait de réelles difficultés à Son Goku, qui pour la première fois nourrissait un vrai ressentiment à l'égard de celui-ci. Dès lors, les méchants ont pris une tournure beaucoup plus dramatique, même si Goku, avec sa nouvelle sagesse acquise depuis son passage chez Kami-sama, avait retrouvé son détachement émotionnel par rapport à ceux-ci. Mais voilà, vient l'arc Namek. Toriyama le savait, une nouvelle planète, des nouveaux enjeux, galactiques même les enjeux. Une flopée de personnages aux motivations personnelles distinctes se retrouvaient tous dans un même arc qui se doit d'être sans précédent. Le tyran Freezer est d'ailleurs mentionné avec appréhension avant même l'arc, et deux des précédents antagonistes qui étaient déjà extrêmement marquants étaient sous sa botte. Freezer ne sera pas comme les autres. C'est donc là que la question fatidique se reposa pour Toriyama. Comment personnifier le mal de manière encore plus intense et dramatique que les précédentes fois? Fallait-il qu'elle design un démon, un alien encore plus badass, encore plus sérieux, et aller toujours plus dans la surenchère de mise en scène? Peut-être. Mais Akira Toriyama a toujours eu une approche différente. L'anecdote, vous la connaissez sûrement, mais vous sous-estimez aussi sûrement son impact dans la conception du personnage. En effet, Freezer a été pensé sous les traits de toutes les peurs que cristallisait son auteur, c'est-à-dire les agents immobiliers. Freezer est un agent immobilier galactique. En effet, pour le campagnard proche de la nature qu'était Akira Toriyama durant toute sa vie, la ville avec ses immeubles géants et standardisés et ses agents véreux pleins de faux sourires et de fausses courtoisies, intéressé seulement par le gain et l'accumulation, ne l'intéressait guère. Il en était même phobique selon lui. Quand bien même il est devenu une star avec Dr. Slump, il restait à plus de 300 km de la ville et des bureaux de la Shueisha. Dragon Ball dans son ensemble est rempli de valeurs paysannes positives, comme le respect de la nature et de l'environnement, la solidarité entre les individus et la considération de tous les êtres vivants. Donc, Toriyama, plutôt que d'imaginer une énième figure mythique de mal, toujours plus charismatique, dramatique et folklorique, il a conçu son méchant avec quelque chose de bien réel, quelque chose qui dans ses valeurs personnelles était la personnification du mal, et ça a donné quelque chose de super intéressant et novateur. Contrairement à un Rao, Dio ou même à un Toguro, Freezer est tout petit, chétif. Il est introduit dans un espèce de fauteuil roulant volant. Il parle et a un langage typique d'agent immobilier,
rempli de fausses courtoisies. Il étaye beaucoup ses propos, il est très loquace et tient d'abord à soumettre ses victimes par des contrats qu'il passe et use de la violence pour les soumettre à ses accords égoïstes. Il jubile quand il arrive à soumettre les gens à sa volonté par sa seule parole. Et en plus, il opprime un peuple complètement en harmonie avec la nature et l'environnement. Sa scène d'introduction est tout bonnement une masterclass, tant elle est surprenante avec toutes ces caractéristiques qu'on n'attend pas de la part du Big Boss dans la fin d'un arc, mais qui ne fait que mettre en valeur son égoïsme et sa cruauté quand il décide à la fin de raser le village, avec les enfants aussi. La palette d'expressions que possède Freezer est peut-être la chose qui me plaît le plus chez lui, et elle est étonnamment ahurissante et diversifiée pour un méchant de ce type-là. Il y a ses rides qui marquent encore plus ses expressions machiavéliques, qui lui donnent aussi à la fois un air de gamin capricieux et d'un vieux grincheux. Il arbore souvent son petit sourire narquois et intéressé, mais il y a aussi une vraie volonté de le rendre ridicule dans ses colères ou dans ses exaltations lorsqu'il a réussi à soumettre les gens et à agrandir ses possessions. Toriyama n'a pas renié ses principes. Ça se voit que Toriyama a pensé à chaque instant, chaque expression, chaque posture, chaque dialogue, comment un agent immobilier ripourre et réagit. Et c'est ça qui rend le personnage de Freezer extrêmement cohérent dans ses faits et gestes, qui ont l'air cruellement réels. Même son souhait d'être immortel est logiquement compréhensible. On comprend la psychologie du tyran qui accumule, manipule et veut voir le monde à ses pieds contempler sa grandeur. On comprend parce que ça explique aussi son chara-design, ni terrifiant et imposant, mais surtout aussi ridicule et parodique. C'est comme si Freezer avait besoin de se prouver quelque chose à lui-même. Mais on reviendra sur ce point un peu plus tard dans la vidéo. D'ailleurs, mets ton pouce bleu, abonne-toi si c'est pas déjà fait, fais-le rapidement comme ça on enchaîne. Une confrontation purement manichéenne. Ce qui va rendre Freezer aussi légendaire et mémorable, c'est bien évidemment sa confrontation épique, certainement la plus épique de l'histoire de Shonen Jump, avec le guerrier Saiyan et après le guerrier Saiyan doré. Mais pourquoi ? Goku et Freezer, c'est une confrontation idéologique simple, une confrontation purement manichéenne. Le bien, incarné par Goku, contre le mal, incarné par Freezer. Le manichéisme, c'est diviser le monde en deux forces qui s'opposent. Le bien contre le mal. En narration, cet outil est très puissant pour rapidement dresser une opposition, un conflit et y mettre de l'intensité. Nous, on représente l'amour et la bonté et on doit triompher du mal. Il n'y a pas plus engageant. Mais plus précisément, dans ce cas-ci, c'est l'égoïsme, l'accumulation, la manipulation, le racisme, le mépris de la nature contre la solidarité, le développement personnel et spirituel, l'amitié et le courage. Deux camps bien distincts qui s'opposent et dont la séparation entre les deux est nette. Bien que le manichéisme est l'outil le plus utilisé depuis le début de la fiction, depuis les mythes grecs et même avant, aujourd'hui il est un peu décrié, les gens préférant les protagonistes et antagonistes aux moralités plus grises et à la frontière entre les deux de plus en plus poreuse. Parce que les gens se rendent de plus en plus compte qu'on vit dans un monde surchargé d'informations contradictoires et où la vérité manque souvent à l'appel. D'où le succès de SNK par exemple, qui joue allègrement avec le manichéisme en manipulant le lecteur et les spectateurs en faisant passer simultanément les personnages du camp du bien au camp des méchants, montrant le caractère arbitraire de ces valeurs. Donc des œuvres comme Dragon Ball ou d'autres qui sont purement manichéennes sont connotées d'un peu trop simplistes, car on s'est rendu compte que c'est pas comme ça que le monde fonctionnait. Mais je suis pas d'accord. Si c'est bien fait, les confrontations manichéennes, ça peut être vraiment super intéressant. Et là, ça a été bien fait. Pour qu'une confrontation manichéenne marche, il faut déjà que les deux acteurs soient correctement caractérisés, eux et les enjeux de leur opposition. On vient de voir comment le personnage de Freezer a été bien fait, et je vous prie de me croire que pour Goku, c'est aussi le cas. On le verra peut-être dans une prochaine vidéo. Et dans leur opposition, c'est assez clair. Ce sont tous les deux des personnages immuables dans leur système de pensée. Goku est convaincu que ce qu'il fait est bon pour lui et pour les autres, et n'est empli de aucun doute ou de remise en question. Enfin, la plupart du temps. Quand Freezer est convaincu que lui c'est le roi de l'univers et que tout le monde devrait s'en apercevoir de gré ou de force. Il n'y a aucun doute qui subsiste. Dès son introduction, on sait qu'il est le mal et que rien ne pourra y faire. Il n'a pas de rancune ou de vengeance à mener. Il est né et destiné à mourir comme ça. Et les deux convertissent le monde autour d'eux selon leur vision. Goku est un modèle d'inspiration positif qui pousse les gens à le suivre et son pardon est illimité. Tant bien il peut faire sien ses anciens adversaires. Quant à Freezer, en jouant de manipulation, de mensonges et d'extermination, il installe la crainte chez les personnages qu'il croise, qui se placent immédiatement sous son égide et son influence est galactique. Freezer est là sur la planète Namek pour acquérir l'immortalité et potentiellement accroître son empire galactique, quand Goku, avec sa petite bande de potes qui s'est fait au fil du temps, va essayer de l'en empêcher. Là, les enjeux sont clairs et mettent franchement l'eau à la bouche. Goku part clairement perdant dans cette histoire. Mais au-delà de la victoire finale, ce qui est intéressant, ce sont ces questions. Goku va-t-il réussir à convertir Freezer au bien? Ou va-t-il réussir à le pardonner, malgré tout ce qu'il aura fait? Va-t-il réussir à comprendre le mal à l'état pur? Ou peut-être que Freezer va noircir le cœur de Goku?
et donc le pervertir peu à peu. Et rigolez même pas parce que ça a failli se produire. Lorsque Goku s'est transformé en SSJ, c'était de la pure haine et un plaisir malsain à humilier et soumettre son ennemi qu'il ressentait. Comme Freezer. Heureusement, il s'est repris. Mais bref, vous voyez que le rapport de force et les questions que soulève ce duel manichéen sont assez intéressantes. Et se résument pas à « le gentil doit gagner contre le méchant ». C'est par exemple ce même type d'interrogation qui lie depuis des décennies le Joker et Batman, l'ordre contre le chaos, ou même d'autres, la croissance contre l'anéantissement. Si toute chose est une fin, à quoi sert de croître? Et est-ce que l'anéantissement n'est pas la finalité de la croissance? Ou est-ce que pour davantage croître, on est obligé d'anéantir? Voici par exemple les questions qui lient Ryu à Akuba, une confrontation purement manichéenne. Ensuite, et tout naturellement, une confrontation manichéenne est intéressante par les réponses qu'elle donne ou qu'elle donne pas. Comment Freezer a méticuleusement préparé sa chute? Au final, si on regarde bien, il y a eu égalité entre Goku et Freezer. Goku n'a pas su comprendre et convertir Freezer au bien, et a même douté de ses valeurs à un moment, ce qui est absolument inédit chez Goku qui place immédiatement Freezer 3 classes au-dessus des précédents méchants, et Freezer n'a pas su soumettre ou pervertir Goku, et encore moins l'éliminer. Il a même dû un peu se soumettre à Goku. Goku est devenu la preuve de sa faiblesse. Là, c'est déjà très intéressant, en nous montrant un statu quo, on a presque une victoire douce amère de Goku, car elle ne s'accompagne pas d'un triomphe de son système de valeurs. Mais pourtant Freezer a bien fini par tomber. Où est le problème? Bah en fait, Freezer a entraîné sa propre chute. Il a été victime du syndrome de Chronos, le titan qui dévorait ses gosses car une prophétie le destinait à mourir de la main de l'un d'entre eux. L'un a réussi à s'échapper et Chronos avait soigneusement cultivé en lui la haine de son père et a attisé sa vengeance, ce qu'il fut. Pour Freezer, c'est pareil, il a construit tout cet empire en repoussant au maximum la légende du Super Saiyan, de l'extinction de la planète à son utilisation de Vegeta, et même à sa venue sur la planète Namek, tout ça n'était que pour fuir une peur qui était bien réelle. Et cette peur-là nous a été montrée dès le début avec des plans très intimistes où Freezer est seul, avec ses peurs et ses doutes, ce qui de facto l'humanise. L'humanise dans le sens on cerne mieux le personnage, pas qu'on compatisse. Ce qui explique pas mal de ses comportements et plus généralement de sa volonté de soumettre les personnes autour de lui pour se prouver à lui-même qu'il est le roi de l'univers. Freezer n'a pas confiance en lui. Et ça s'applique même à cette dernière confrontation, tellement peureux qu'il se précipite à demander l'immortalité au dragon sacré au lieu d'affronter le guerrier en face de lui, tellement peureux qu'il n'a même pas réussi à faire sauter la planète Namek. Ironiquement, c'est sa propre attaque qui va le tuer, le couper en deux et le faire ramper à terre. En fait, si Goku a gagné par rapport à Freezer, c'est parce que le bien qu'incarne Goku est fondé sur le dépassement de soi, ce qui le rend plus solide et résilient, quand le mal qu'incarne Freezer est un château de cartes fragile, fondé sur la peur et la lâcheté d'affronter celle-ci. Après tout, peut-être que Toriyama n'attribuait aucune valeur de courage à ses agents immobiliers. J'espère vous avoir convaincu que le personnage de Freezer n'a pas été écrit au hasard. Akira Toriyama a vraiment essayé de caractériser au maximum ce qu'il considérait comme étant le mal, sous tous ses aspects et même sur ses faiblesses. Mettez-moi en commentaire vos purs méchants préférés, regardez vraiment la description et à plus dans le bus.